Bienvenue dans VIP, Very Important Parent, toujours ce bel accent, le podcast où les personnalités publiques nous parlent de ceux qui comptent vraiment dans leur vie et ce n'est pas caresser des bébés tigres dans une piscine à débordement à Dubaï. Non, c'est plutôt expliquer aujourd'hui à son enfant que son corps lui appartient alors qu'il a décidé de poser la question en plein rayon charcuterie du supermarché. Bref, c'est la vie avec ses enfants, car être parent, c'est une aventure universelle, même quand on est sous le feu des projecteurs. Alors aujourd'hui, je reçois une femme qui n'hésite pas à parler ouvertement de sexualité, de consentement, de plaisir, mais aussi d'éducation, de transmission et de liens humains. Bonjour Charline Vermont. Bonjour Marie. Alors, je vais faire une petite bio pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez le droit de m'arrêter ou de me corriger. Vous êtes formatrice en santé sexuelle, ce qui veut dire que vous donnez des cours à la Sorbonne. Et oui, et pas seulement. Oui, entre autres, oui. En DU de santé sexuelle, donc vous vous adressez aux professionnels de santé, ouais. Et vous vous adressez aussi aux collégiens, aux lycéens, en intervenant dans les collèges et les lycées. Ouais, et puis il y a aussi pas mal de pros de santé en formation, que ce soit des ergots, des kinés, des sages-femmes, des médecins, des internes en médecine, donc vraiment, et puis des professionnels de santé partout dans le territoire. Donc je me déplace également dans les CHU, les cliniques, les maisons de santé pour former également toute personne et toute institution qui le veut à la santé sexuelle. Et c'est très important. Alors, vous avez également, vous êtes pourvoyeuse, comme on dit, d'éducation sexuelle populaire. Et ça, vous le dites souvent, c'est dans le bon sens du terme. Oui, j'ai dit sens noble. Ouais. Parce que quand on entend éducation populaire, il y a des gens qui disent ouais, c'est la télé quoi. En fait, moi j'aime bien revenir aux racines. Enfin, l'éducation populaire, c'est celle qui est gratuite, accessible à tout le monde. Et je pense qu'on a un vrai travail. On a un tel retard que franchement, voilà, faut y aller. Donc, grâce au compte Instagram Orgasme et moi, qui est un compte donc totalement gratuit et qui est surtout suivi par plus de 800 000 personnes, sur lequel vous proposez énormément de réflexions, de témoignages, d'outils autour de la sexualité et du respect, mais pas que, parce qu'on y parle aussi de sport. Je voulais vous féliciter pour vos réussites et vos exploits sportifs, et parentalité. Et vous avez par ailleurs 3 enfants qui ont 11, 13 et 14 ans, avec qui vous aimez passer du temps et qui vous ont inspiré des super ouvrages que je recommande, qui s'appellent Corps, Amour et Sexualité, dans lequel on retrouve toutes les questions que les enfants, il y a 2 tomes, pourront se poser ou vous ont déjà posées et auxquelles vous n'avez pas su répondre. Et puis les adultes aussi. Voilà, le deuxième tome, premier tome, c'est les 5-14 ans. Le deuxième, c'est 15 ans et plus. Et les adultes. Ouais, et c'est vraiment des bouquins ressources. C'est des livres. Alors moi, je les ai consultés pour le boulot, mais c'est vrai que de manière tout à fait personnelle, je les ai utilisés et ils sont vraiment très adaptés, très fouillés, très fiables. Voilà. C'est important sur ces thématiques-là de savoir qu'on a des choses fiables et je tenais vraiment à le souligner. Merci. Alors, le petit rituel du podcast, c'est de commencer par quelques questions parentales. Ok. Alors, 3 mots pour vous décrire en tant que parent. Ok. Enthousiaste. Ouais. Waouh. Vraiment surtout enthousiaste. Pas comment dire ça. Parent passionné. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'allais utiliser le mot un peu dingo. Il y a un petit grain de folie dans la maison. Dingo, c'est sympa. Ça me va bien. En dingo. fait, c'est ça. On est créatif et on l'assume. Voilà, c'est une maison avec pas mal de personnes neuro A. Et on assume notre grain de folie. Il y a de l'imprévu. Exactement. Est-ce qu'il y a une phrase que vous répétez 100 fois par jour? Moi, j'aime bien dire tout est pour le meilleur. Alors, c'est très rassurant pour tout le monde, notamment pour les enfants quand il leur arrive tout, mais également pour nous adultes. Voilà, j'aime bien me dire que les choses n'arrivent pas par hasard et quand elles arrivent là, ça nous oblige à se réinventer, à réfléchir, à prendre un temps de recul, faire un pas de côté et positiver en fait. Voilà, ça permet d'apaiser un peu les choses. La mienne, c'est le pire n'est jamais certain. Eh ben, voilà, ça c'est celle de ma mère. Voilà. Finalement, je suis la daronne. On est d'écart. L'activité que vous préférez faire en famille? Du sport en famille. Ouais, on fait beaucoup de vélo en famille, d'escalade en famille, de rando en famille. Ensuite, on a nos rituels de jeux de société en famille également. Donc, entre les deux, je ne sais pas quoi choisir. Mais comme on est à la campagne et qu'on adore se réunir autour de la table qui est devant la table basse qui est devant la cheminée, et c'est vrai que c'est notre coin. Là, on va arriver on est tous dans contents, la période des feux de cheminée. On va ressortir nos jeux
Un bon petit Carcassonne et nous voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a un objet parental improbable qui traîne chez vous? Alors, il y a quand même des indices en regardant vos vidéos déguisées. Alors, il y a des Il y a beaucoup déguisements. de déguisements. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, voilà, au début, je me suis dit, bon, c'est quand même peut-être malaisant pour mes enfants et puis leurs camarades d'arriver dans une maison où il y a des déguisements improbables. Je précise quand même que sur vos vidéos Instagram, vous êtes déguisés en verge avec un préservatif Ouais, par-dessus, il y a un une clitoris, capote, il il y y a a un tout le monde. caca, il y a une vulve, etc. Jusqu'au moment où ma fille, celle qui a 14 ans, a fêté son anniv voilà, cet été, enfin au printemps. Et là, littéralement, puis j'ai aussi pas mal de perruques, de Ouais. lunettes en tout genre, de colliers en tout genre. Et en fait, elles ont littéralement investi ma malle à déguisement et elles sont toutes ressorties voilà, déguisées et elles ont fait une espèce, enfin c'était le carnaval quoi. Elles ont fait le tour du petit village déguisées. Voilà, je me suis dit, j'essaie d'imaginer la tête de monsieur le maire en voyant une capote ambulante Le passer devant son photobooth truc. à la Et fin. elles étaient très pisses. En fait, je me suis dit, c'est bon, là, ça, C'est tout bien. va bien. C'est plutôt improbable et c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, on parle beaucoup des parents que nous sommes. Je trouve ça aussi chouette de voir l'enfant que nous étions. Je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi. Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez? Et est-ce que vos enfants vous ressemblent? Et alors, pas du tout. Et je suis très contente. En fait, je pense que, mais comme on est quand même une génération de césure, en fait. Enfin, je pense que, je sais pas comment dire les choses différemment, mais moi, j'ai connu des violences éducatives ordinaires. Je pense comme beaucoup de personnes de ma génération. Et en fait, je savais très pertinemment ce que je ne voulais pas reproduire. Pour moi, c'était inenvisageable que les enfants aient peur de moi, par exemple. Je voulais un espace safe où, justement, cette espèce de petit grain de folie qu'il y a dans la maison, mes enfants, ils peuvent être qui elles veulent. Tout est. Enfin voilà, je leur répète en permanence, il n'y a rien que tu pourras me dire qui ferait que je t'aimerais moins ou que tu pourrais me décevoir. Vraiment, et mes enfants, ils sont extrêmement libres. Et ça se voit dans leur manière d'être, de s'habiller, de rire. Et moi, j'étais un enfant. Ma grand-mère, elle dit, t'étais un enfant de catalogue. Enfin, Ouais. j'étais là, toute sage, avec mon livre en permanence sur moi, à me poser dans un coin sans faire de bruit. Il fallait surtout pas perturber la tranquillité des adultes. Et voilà, j'étais un enfant. Voilà. Conforme. Ouais, ou un enfant terrorisé, on ne sait Ouais. pas, mais en Ouais. tout cas, un enfant à qui on avait assigné une place, qui était une place, voilà, il ne fallait pas dépasser. Et puis, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Je suis très en paix parce que j'en parle volontiers à mes parents, Ouais. qui ont aussi compris combien on avait opéré. Donc, mes frères et sœurs ont aussi des enfants. Et C'est virage. Épingle à on a cheveux. tous opéré le virage. Tu Ouais. sais. J'ai offert à mes frères et sœurs une enfance en or de Marion QR. Tu sais, en fait, on a tous clairement Ouais. opéré le virage vers vraiment vraiment l'éducation non violente, positive surtout. Et voilà, donc non, c'est pas une enfance qui ressemblait à ça. Mais du Mais coup, t'en as fait quelque chose. exactement. Ouais. Et alors, donc, j'ai lu que tu avais aussi une maman gynéco. Donc, les bons repas de famille où on Ah parle ouais. d'hystérectomie, etc., de cas bien précis chirurgicaux. Ça a impacté ta vision, évidemment, de la sexualité. Ça a impacté ton rapport au corps, d'entendre parler, enfin, en tout cas, d'associer systématiquement le gynécologique au médical. En fait, il y a deux choses. La première, c'est surtout l'écoute des femmes. En fait, ma mère, elle nous expliquait aussi à quel point elle était un des rares espaces où les femmes pouvaient déposer leur intimité, ce qui se passait derrière les murs. Et ma mère répétait en permanence, vous ne savez pas ce qui se passe derrière les murs. Ouais. Et cette violence masculine, parce qu'il y a un moment, je suis désolée, ou pas désolée, on va la Ouais. nommer en fait, voilà, contre les femmes et les enfants d'ailleurs. Moi, j'en ai pris conscience très tôt. Et aussi la nécessité de créer des espaces d'écoute et d'accompagnement pour les femmes, parce que sinon, en fait, elles ne pouvaient pas déposer ça. Il y a une espèce de honte et on a l'impression qu'ailleurs ça se passe très bien et que chez nous ça merde. Enfin, elles sont dans une culpa permanente, les femmes, clairement. La deuxième chose, c'est effectivement voilà, des connaissances que j'étais pas censée, qui étaient anormales
pour mon âge, où ma mère, elle nous a tellement, tellement transmis sur les cas qu'elle voyait, tous les symptômes qu'on pouvait avoir, les traitements, les diagnostics. J'ai cette sensation d'avoir été une espèce d'encyclopédie vivante et d'être devenue très rapidement la référente à la fois gynéco et sexo de mes copines. Tes copines, oui, c'est ce que Dès j'allais qu'elles dire. avaient une question, je disais, ah ouais, non, mais alors là, ton cycle, nanana. Ok, bon, alors pour la santé sexuelle, il y a ça, ça, ça à faire. En fait, j'étais vraiment très rapidement La référence. une référence. Ouais. Et ça, du coup, c'est resté en toi comme une envie de continuer à être la référence, parce que on peut quand même dire que tu as une culture, en tout cas en matière de sexualité, qui est quand même... et que tu continues Que je continue à entretenir, agréger de plus en plus. Il y avait une volonté. Ensuite, clairement, j'avais un tropisme, tu vois, chacun a ses passions. Alors, ensuite, avoir une passion pour tout ce qui a trait à la sexualité. Pendant très longtemps, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal, en fait? Est-ce que je suis une personne horriblement perverse? En tout cas, je ne sais pas, monstrueuse, en fait, pour m'intéresser autant à ça. Et en même temps, je raconte qu'il y avait quand même un sujet sur lequel je n'avais pas obtenu ma réponse. Et alors, très rapidement, plus tard, j'ai obtenu ma réponse. Ça s'appelle un orgasme, mais je voulais avoir une explication de ce que je vivais dans mon corps, de cette espèce de vraiment supernova de plaisir, tu vois, dans laquelle je m'endormais tous les soirs. Parce que moi, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, je m'apaise vraiment en me donnant un orgasme le soir et en m'endormant là-dedans. Et je me suis dit, mais il faut que je comprenne ce qui se passe dans mon corps. Et j'ai des souvenirs de moi enfant qui compulsait tous les livres de ma mère en train de chercher la réponse, en me disant, mais si, c'est là, c'est quand je touche là. Tu essaies de regarder. Et puis de là est arrivée une espèce de je sais pas comment dire ça, d'intérêt majeur pour le sujet. De soif d'apprendre et de transmettre, parce qu'il n'y a pas que en fait, j'ai garder... découvert qu'on pouvait transmettre quand je suis arrivée à San Francisco en 2004, au moment où j'ai fait mon coming out, que j'ai découvert des festivals queer et que j'ai découvert des stands de prévention de santé sexuelle, où quand j'ai écouté les gens, je me suis dit, ok, hop, je passe derrière le stand, j'en connais autant, si ce n'est plus. Donc, laissez-moi parler. Donc je suis une ressource, je vais agir. Et voilà, j'avais 21 ans. Et quelque part, le compte, tu vois, il arrivait quand j'avais 36 ans. Et quelque part, je me dis, oui, mais ça fait déjà 15 ans que je fais ça, quoi. Donc, oui, ça maturait, en fait. C'est ça. Et le compte Instagram, ça a été vraiment un moyen de partager. C'est ça, j'avais mes blogs, j'avais déjà créé des meet-up il y a déjà plus de 10 ans. J'avais vraiment ensuite, c'était un hobby comme un autre. Tu vois, il y en a qui font, je sais pas moi, tu vois... la cuisine. Exactement, ou du saxo dans un jazz band. Moi, je faisais d'ailleurs de la guitare dans un groupe de rock, mais ça n'empêche, c'était un hobby comme un autre. Mais ça pouvait pas être, pour moi, ça n'existait pas en tant que métier, en tant que tel. C'était des assos, le planning familial, AIDS, ACT UP, etc., qui agissaient comme moi sur le terrain pour faire de la prévention, de la transmission. C'était pas un métier en tant que tel. Et puis, en réalité, aujourd'hui, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est une vraie responsabilité de transmettre, notamment aux plus jeunes. Et donc, on va parler de vos enfants, puisque vous avez 3 enfants très rapprochés. Les pauvres. Mais non, ils ont 11, 13 et 14 ans. Je voudrais quand même qu'on revienne. Ils sont très rapprochés. Je suis de la team enfants très rapprochés. Qu'est-ce qui a été le plus dur physiquement et moralement dans ces premières années? Alors, même si il y a un petit moment et que le cerveau est bien fait qu'il oublie. En fait, c'est fou parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de podcasts et en fait, il y a très peu de personnes. J'ai jamais été interrogée sur le fait que les enfants soient rapprochés. Il y a qu'une personne qui est passée par là qui peut avoir conscience. C'est sport quand même. Ah ouais, les enfants, du coup, alors je vais être très précise. Ils ont 18 mois et 22 mois d'écart. Ouais, quasiment comme moi. Et après, nous, 24, parce qu'on s'est dit, quand même, c'est très rapproché. Donc là, 18 et 22. En fait, il y a plusieurs facteurs, évidemment, mais déjà, je suis tombée enceinte sur mes retours de couche, donc l'enchaînement a été... dès qu'on a décidé, entre guillemets, ça s'est produit. Dès que j'arrêtais un allaitement, je tombais enceinte du suivant. Et le premier, je me souviens, on était à un mariage.
Notre grande avait 8 mois, grande. Ouais. Je venais de la sevrer et puis on était à un mariage et voilà, et puis on est tombé en amour devant une famille qui avait des enfants rapprochés. Et on s'est dit, waouh, en vrai, C'est bien, c'est bien, ça a en l'air bien. vrai, ça a l'air trop chouette. Et puis ils vont avoir quasi le même âge, ça va jouer ensemble et tout. Et voilà, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on savait qu'on avait pris, on savait qu'on prenait un risque de grossesse en faisant ce qu'on a fait. Et voilà, et en même temps, je me souviens que c'était la fin des vacances. J'étais retournée dans un tunnel de taf et que voilà, j'avais un enfant en bas âge et je me souviens très très bien de ce qui s'est passé. Je me suis blessée, je sais plus comment, je me suis fait mal à l'orteil. J'ai été faire une radio entre midi et deux au taf et la laborantine, technicienne de Ouais. radio me fait vous n'êtes pas enceinte? Et je fais j'en sais rien, mais je crois pas. En tout cas, j'ai pas encore eu mon retour de couche. Elle me dit, mais vous prenez une contraception? Je fais Pas tant. bah non, mais bon, en même temps, un allaitement long, 8 mois, ça peut prendre du temps à revenir. Elle fait, je prends pas de risque avec vous, vous mettez tablier plomb et allez faire un test de grossesse. Et en fait, je me suis dit, mais n'importe quoi. Genre, je m'étais dit, bah, les vacances, en vrai, voilà, je sais qu'il y en avait. Et je me suis dit, il y a un rapport à risque, quoi. Enfin, et je le saurais. Et je lui dis, en plus, je le saurais si j'étais enceinte, hein, parce que je me souviens très bien comment ça m'avait fait. Elle me fait, oui, bien sûr, toutes les grossesses se ressemblent, cela se sait. Et en fait, j'ai pris un test, mais genre en mode, putain, elle me fait. Juste pour me dire, elle m'a énervée, C'est bon, quoi. genre women's planning, enfin ça va, je le saurais. Et j'ai fait ce test, j'ai à peine regardé avant de le jeter aux toilettes, je fais et en fait j'étais enceinte déjà de 2 mois, tu vois. Enfin ça a été, ouais, ça c'était la numéro 2. Et puis on a adoré le rapprochement et là on s'est dit en vrai on enchaîne. Ouais. C'est trop bien, il y a une forme de continuité, voilà, enfin. Oui, tu sors pas la tête de l'eau, mais t'étais dedans, quoi. On était dedans. Ouais. Et là, on s'est dit qu'on en faisait 3. On était partis, on est trop d'accord. Et là, je suis désolée, mais elle va entendre ça, ma grande. La numéro 2, on a arrêté l'allaitement parce qu'en fait, le retour de couche, il n'y avait pas de retour de couche tant que j'allaitais. Ouais. Et en fait, on savait que... Moi, j'avais très peur de plus avoir envie. De pas avoir envie de m'y remettre, d'être sortie du truc et de me dire, ah, c'est bon, c'est passé. Et en même temps, on avait très envie d'une famille nombreuse. Donc là, et mon mari m'a fait, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'organiser les vacances de rêve avec qui tu veux. Tu pars en week-end, tous les week-ends, avec tous tes groupes de copines. J'ai fait ça. Pendant un mois, je partais 3-4 jours. Et j'ai fait plein de trucs où j'essayais de sevrer mon enfant. Et à chaque fois, et ça se passait super bien. Voilà. Et en me disant, c'est bon, je rentre, c'est sûr, c'est fini, c'est fini. Yep. Et dès que j'arrivais et j'entendais ma fille, tu sens le truc, la montée de lait et mes seins qui giclent. Je fais là, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Bon, ça a fini. Voilà. Donc c'est vraiment un allaitement que j'ai un peu, c'est moi qui ai arrêté. Écourté. Ouais, j'ai écourté. Et ça m'a coûté. Et voilà. Et le 3e est arrivé 22 mois. Enfin, tu vois. Ouais, ça fait une belle brochette. Voilà, j'ai arrêté quand j'avais 12 mois. Et le 3e est arrivé 9 mois plus tard, quoi. Donc c'est sport quand même d'avoir 3 enfants rapprochés, de continuer à mener de front un boulot. Ouais, en fait, je m'en suis pas. T'as dit les choses. Le cerveau, il oublie. Oui. La seule chose que j'ai pas oubliée, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire, je vivais dans la même ville que mes parents, mes sœurs. Enfin, voilà, on était un peu en mode patafix familial. Et j'ai un souvenir, comme j'étais dans la ville où j'avais grandi, les gens me connaissaient, je me revois avec ma poussette, tu sais, ma poussette double, avec l'espèce de skate derrière où il y avait la grande. Là, donc j'avais mes 3 enfants là, et je me souviens d'être dans ma ville et de errer entre les différentes conduites, les courses, les machins, en me disant et l'air normal, et l'air normal, et l'air normal. En fait, ma pensée globale, en fait, et c'est fou, en fait, je me souviens pas des galères, mais j'ai un truc de l'ordre, une telle chape de fatigue, mais incommensurable. C'est-à-dire quand je décris les premières semaines de vie de notre 3e enfant, qui a été un enfant très intense, un bébé aux besoins intensifs, je faisais la même chose que les sœurs, qui étaient des amours de bébé facile. Celui-là, j'ai jamais pu le poser. Jamais pu le poser. C'est le dernier, quoi. C'était le dernier. Ah ouais, c'était le dernier. Et en vrai, je disais donc, il y en a un qui se réveille littéralement
entre 5 et 8 fois par nuit. Voilà. Il y a la grande qui est en train d'apprentissage de la continence la nuit, mais qui littéralement se réveille toutes les nuits, si ce n'est 2 fois par nuit, voilà, pour qu'on lui change les draps, voilà, tout. Et la numéro 2 qui est en pleine période de terreur nocturne. Je disais, en réalité, mes nuits, c'est des espèces de machins. J'aime autant mes journées. En fait, c'est ça. Je sais que je vais dormir par fenêtre de 15-30 minutes. Et il y en aura quelques-unes dans la nuit. Mais en fait, et pendant des mois, ça a été ça. Voilà. Et je ne me suis pas trop rendu compte en me disant on est solide, on a l'air insolide. On est en mode survie, quoi. Et voilà. Et la seule chose... en fait, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le temps qu'il a fallu pour que je me retrouve complètement, que je retrouve complètement mon ciboulot. Ouais. Après, j'ai allaité mon dernier encore 1 an. Ouais. Et il m'a fallu, tu vois, j'ai arrêté d'allaiter en 2015, mon dernier enfant. Et le compte est né en 2019. Ouais. Donc moi, je dis souvent, en fait, voilà, j'ai eu 5 ans où j'étais en grossesse, allaitement, grossesse, allaitement, door to door, de février 2010, février 2015. Et il m'a fallu encore 4 ans pour me retrouver complètement et avoir suffisamment d'énergie pour lancer ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ouais, c'est important de dire quand même que il faut c'est du temps de c'est pas de la reconstruction, mais de se reconstruire de nouveau avec tout ce qu'on a pu connaître physiquement, moralement, psychiquement, les nuits. Ça met du temps. Et quand je vois les injonctions qui sont faites aux femmes, alors peut-être pas dès la sortie de maternité, parce qu'il y a le discours quand même commence un petit peu à... On n'est pas au mois d'or, mais en tout cas, on respecte un petit peu plus les femmes en postpartum. Ouais. Mais il faut quand même dire que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et ça passe par plein d'étapes différentes. Ouais. Par exemple, si tu me demandes quand est-ce que j'ai repris le sport, en fait, moi, j'étais rodée. Je faisais beaucoup de natation. J'allais 4 fois par semaine. Ouais. Je dis toujours à chaque enfant 3 fois par semaine pour la numéro 2, encore 2 fois par semaine après le numéro 3. Et en fait, le numéro 3, littéralement, j'ai accouché. Je pense que je suis sortie de la mater à J2. Moi, je ne supporte pas. J'ai envie de me barrer rapide. Et en fait, je pense qu'à J5, j'étais dans la piscine. Ouais. En fait, je m'en foutais. Je mettais make-up, hop, sur le col. On gère les Loki, hop, et c'est ton temps à toi, tu nages, etc. Ouais. Dire, Marie, voilà, chacun son rythme pour tout. Mais en même temps, c'est pas parce que tu es capable d'aller nager à la piscine que tu as récupéré. Moi, c'est vraiment la disponibilité, mes neurones, la bande passante émotionnelle et intellectuelle. Là, il m'a fallu vraiment des mois, voire des années. Ouais. Tu parles du sport. Je trouve que, moi en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de mes grossesses. J'ai trouvé que le sport permettait vraiment de se réapproprier à la fois son corps, mais pas que. J'ai vraiment l'impression que ce temps qu'on nous octroie, parce qu'on se dit, bon, allez, c'est bon, on va faire du sport, on est beaucoup moins dans la culpabilité de se prendre du temps pour soi. Et je trouve que ça aide vraiment à avancer. Mais oui, voilà. Non, mais j'ai l'impression que tu es un petit peu dans ce même... Encore une fois, j'ai toujours peur d'en parler parce que je me dis, j'ai pas envie que ce soit perçu comme une injonction. Non, pas du tout. Et puis, nos enfants sont grands, par exemple. Nos enfants sont grands aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je nageais avant d'être enceinte. Je nageais 4 fois par semaine. Et pendant ma première grossesse, j'ai pas changé mon rythme. Donc voilà, j'y allais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je nageais en moyenne 12 km par semaine, ce qui est énorme. Ouais. Et c'est vrai que du coup, voilà, et puis mes grossesses, littéralement, j'avais une espèce de ballon de foot. Et j'ai l'impression d'avoir pondu mon ballon de foot et que derrière, hop, je me suis réapproprié mon corps à une vitesse. Et puis les gens me disent, mais c'était pas des petits bébés, parce que du coup, je prenais pas énormément de poids, mais on s'en fout. Moi, j'ai fait des bébés qui étaient, tu vois, aux alentours de 3,5 kg. Pour une meuf qui pèse 45 kilos, d'1,55 m, c'est des beaux bébés, en fait. Bébés, C'était vraiment des beaux bébés. Donc non, en fait, moi, je mangeais très bien. Quand tu fais du sport, tu manges aussi beaucoup. Je mangeais énormément. Mes gamins, ils ont tout pris. Donc, c'était merveilleux. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important de dire aussi que chacun son rythme, etc., mais qu'il ne faut pas minimiser l'importance de sortir, sans parler d'aller nager. Et d'avoir un support système. En l'occurrence, je pense qu'il faut le dire. Moi, je pouvais me le permettre parce que je n'étais pas parent solo. Oui, j'avais une personne qui tenait la route à mes côtés. Et voilà. Et ensuite, je pense qu'on peut parler de... En fait, tout ce que je raconte, ça a été possible parce qu'il y avait un coparent. Oui. Et par exemple, moi, mon mari, c'est quelqu'un pour qui il m'a toujours dit, c'est très simple, toi tu t'occupes du bébé, moi je m'occupe de tout le reste. Je prends toute la charge mentale, toute la charge domestique, tout. Toi, tu t'occupes du bébé. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui nous met d'emblée, j'ai aucune culpa de rien du tout. Ouais.
En fait, voilà, je m'occupe de mon bébé et j'ai très rapidement, enfin, je tirais déjà mon lait pour les grandes, donc pour moi, c'était une routine. Ouais. Voilà, hop, j'ai tiré au cas où le bébé est en vie pendant que je suis à la piscine. Et pour moi, enfin, à J5, après l'accouchement, Oui, c'était pas un souci. c'était un non-sujet de prendre du temps pour moi parce que j'avais à mes côtés voilà, la bonne personne. Oui, c'est vrai que tu peux avoir aussi des coparents qui disent oui, fais-le, mais te font bien ressentir la culpabilité d'être parti 1 heure, il a fait que pleurer ou tatata, tatata. Quand tu as à côté de toi quelqu'un qui est. Qui dit, en fait, Voilà, toi, t'es ta priorité. c'est ça. Tu t'occupes de nourrir le bébé. C'est moi qui les change, c'est moi qui m'occupe des 2 grandes, c'est Ouais. moi qui fais les courses, c'est moi qui fais la bouffe, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais les lessives. En vrai, c'est vrai que dans ce schéma-là, tu me disais comment on fait pour Oui, oui, avoir oui. 3 enfants rapprochés. Oui. J'ai envie de dire la clé, pour C'est moi, l'équipe. on est une super team en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, il faut se considérer comme une team à ce Ouais. moment-là. Est-ce que tu vois un lien entre sport et sexualité aussi? Non, mais parce que je me dis quand même, il y a quelque chose dans la passion pour la matière Ouais. et le rapport au corps qui est quand même pas anodin. En fait, c'est intéressant que tu l'amènes comme ça parce que je ne l'avais pas formulé et c'est très juste la manière avec laquelle tu l'amènes. Je pense qu'il y a une manière de s'appartenir ou de s'explorer aussi, de se connaître qui est spécifique. Les sportifs, là, tu vois, on fait du trail, etc. Ils sont capables de te parler de Oui, c'est vrai. chacune de leurs muscles et mon releveur et mon tendon, etc. Et tu as une espèce de Ouais. connaissance de soi, de ta VMA, ton truc. En fait, il y a un truc, j'allais dire narcissique, je sais pas, mais en tout cas, on est extrêmement centré sur soi. Il faut également, et ça, voilà, enfin, connaître son corps, son plaisir, comment on fonctionne, etc. Et savoir dire à l'autre, j'aimerais que tu me caresses plus par là ou t'appuies plus par là, etc. En fait, pouvoir dire, exprimer, verbaliser, parce qu'en fait, on se connaît soi-même Ouais. énormément et que, voilà, des fois, ça fait cringer les gens. Je dis, il faut aussi savoir être j'allais dire parfois un peu égoïste dans le plaisir, dans le sens où on fait un acte ensemble, partagé, on prend vraiment le plaisir de l'autre à cœur, mais il y a un moment, si on a envie d'avoir un orgasme, il faut aussi un tout petit peu être centré sur Ouais. soi et voilà, ou guider l'autre pour vraiment y arriver. Et cette connaissance de soi, pour moi, elle est assez similaire à celle qu'on peut avoir quand on fait du sport, voilà, quand on commence à vraiment Ouais. Ouais, c'est vrai. se performer. Ouais. Alors, quand on regarde votre compte Insta et vos vidéos, alors on a l'impression que vous êtes à l'aise sur tous les sujets. J'ai quand même envie, enfin, que tu es à l'aise, pardon. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vécu quand même un petit moment de solitude, comme beaucoup de parents, Bien quand les sûr. enfants commencent à poser des questions sur la sexualité? Bah oui, d'autant plus que je m'y attendais pas. Enfin, je savais que ça allait arriver, mais en fait, le confinement a précipité les choses. Oui, le En vase fait, clos. ah bah ouais, Ouais. c'est-à-dire tout d'un coup, les enfants te voient dans la journée en train de tourner, enfin, te voient non, mais ils entendent. Enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai. enfin, que tu le veuilles ou non, t'es Oui. quand même, voilà, on est dans le même endroit. Et là, eh ben, ils ont entendu que enfin voilà, et puis il y a mon 3e enfant qui me dit, maman, mais c'est quoi ton métier en vrai? En vrai. Ton métier a l'air louche. Et là, tu dis, bah, en fait, je fais de l'éducation, voilà, je forme à la sexualité, enfin, je fais de l'éducation sexuelle. Et là, il me regarde, il me fait, mais maman sexuelle? Mais du coup, c'est comme sexe alors? Mais maman, ça veut dire quoi sexe? Et je me suis dit, oula! Alors. Ouais, c'était tôt, tu vois. Ouais, il Enfin, avait c'est quel tôt. âge du coup? Là, il avait 6 ans. Ouais. Bon, ça va, hein, en vrai, c'était OK. Et c'est là où je me suis dit, ouf, alors on va respirer un bon coup. Et je me suis dit, c'est intéressant, je pensais pas que ça serait la première question. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. En fait, on C'est se dit. surtout cette Voilà. question-là, Ouais, je ouais. me suis dit, flûte alors, Ouais, pourquoi c'est bon. direct? On attaque Pourquoi direct par le sexe, ok. Ouais, c'est ça, pourquoi le niveau 3 quoi? Ouais, c'est ça. J'aurais pas pu avoir un niveau 1. Enfin, franchement. Et là, je fais, OK, alors. Bah déjà, c'est un peu ce que je dis dans le livre. En fait, j'ai commencé par lui dire, et pour toi, Oui, on renvoie la question. Ouais. C'est toujours le truc à faire quand même. Ça marche pas si mal. Alors déjà, je fais, ah, mais alors, tu prends sur toi, tu dis, mais c'est une très, très bonne question. Bravo. Je te remercie de l'avoir posée. Donc vraiment, tu remercies pour la confiance. Voilà, Oui, parce qu'on est quand même dans un truc où on se dit, il faut qu'il puisse nous poser cette question-là à 6 Mais bien ans sûr. et une question un petit peu plus complexe dans 10 ans, quoi. Ah, mais complètement. Ouais. À votre avis, si vous y répondez pas, à qui Ouais. l'enfant va aller C'est poser ça. la question? Ouais. Ben voilà. Et donc, non, ben, il faut évidemment, toute question mérite une réponse. Ouais. Ce que je dis d'ailleurs, si vous ne savez pas, surtout vous rassurez votre enfant en disant, c'est une très très bonne question. Ouais. Merci beaucoup de me l'avoir posée, etc. Et dire, écoute,
je vais chercher les bons mots pour te Oui, c'est répondre ça. et ensemble, on se rassoit ensemble et on a cette discussion. Oui, il faut Mais rester tout à le l'heure. principal interlocuteur de son Ouais, enfant il sur faut ces vraiment questions. Ouais. dire signifier à votre enfant que vraiment vous étiez la bonne Ouais. personne de référence, qui vous identifie comme l'adulte de confiance, à qui on peut poser les questions et que c'est OK, que c'est Ouais. pas tabou. La manière avec laquelle, la posture qu'on a, elle est importante. Donc la posture, si on est extrêmement gêné Mm. et pas du tout accueillant sur la question, ça peut avoir un impact. Donc moi, je dis aux gens, je suis désolée, je vais vous demander un énorme truc, vous allez faire un peu de poker face Ouais, c'est ça. Bah monumental oui, en disant ah, mais quelle bonne question! j'adore. Et là, donc, je retourne la question. Et toi, tu penses, deuxième chose, on retourne la question à l'enfant parce que ça permet de jauger un peu son niveau de curiosité, de connaissance, de maturité. Voilà, mon enfant a répondu. Euh, Moi, je pense que le sexe, c'est Burke. Ah, je suis ok, très bien. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc déjà, on se rend compte qu'ils ont des biais. En Mm. fait, en fait, ce qu'on dit, en fait, tous les enfants ont des représentations Oui. de ce que ça signifie. Et en fait, ces représentations, elles sont avec des biais qu'on entend dans la cour de récréation, Mm. etc., des discussions qu'ils peuvent avoir. Et donc là, je vais dire, bon, est-ce que tu veux que je t'explique? Ah oui, oui, elle est très intéressée. Je dis, la première chose, c'est que c'est une partie du corps humain, le sexe. Et donc là, je prends les bouquins, j'ai encore les bouquins de Comme ma gynéco de mère. ma mère dont j'ai hérité. Donc voilà, je lui dis, alors voilà, il y a à la naissance, en fait, on se retrouve avec des organes qui ensuite vont grandir à la puberté. Donc je vais te les montrer tels qu'ils apparaissent, en fait, voilà, chez les personnes adultes. Hop, hop. Et en fait, c'est passionnant. Moi, j'ai commencé à expliquer, à montrer les corps. Et, ah, moi, j'ai ça, ouais, ouais, oui. Voilà, donc c'était Il faut vraiment... rester factuel ah, au là, départ, en fait. Il ne faut pas ouais. être dans l'émotion, Ah, pas du finalement. tout. Ah, moi, je dis, Ouais, et mon livre est conçu comme ça. ouais, C'est-à-dire, j'ai envie de rassurer tous les parents. En fait, on revient à la biologie, à ouais. l'anatomie. Oui, on n'interroge pas la sexualité des parents, Non, en c'est pas le fait. sujet. Ouais. Le sujet, c'est pas ça. Vraiment, c'est important. On revient à la biologie, à la science, vraiment de manière très factuelle. Et là, mon enfant était hyper content d'apprendre des choses, Ouais. en fait, de pouvoir nommer les choses. Et là, il y a les sœurs qui sont arrivées en disant, mais vous faites quoi? Ah, je dis, j'explique à Isaïe parce qu'il m'a posé une question. Et là, vraiment, elles ont commencé à regarder, à poser elles-mêmes des questions. Et là, donc ils étaient là, tout excités, en train de montrer les trucs, etc. Et à parler, voilà, aussi, voilà, d'elles, d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça merveilleux. En fait, je me suis dit, Ouais. c'est formidable, en C'est un fait. chouette moment. C'était un chouette moment et on n'avait parlé que de l'aspect vraiment anatomie. Après, je me suis reposée pour parler de puberté, Ouais. etc. Mes enfants avec plein de questions. Et là, c'est par où sortent les bébés? Non, c'est pas par là, mais je vais vous expliquer après. Faut pas devancer les Et en questions. fait, moi, j'ai trouvé ça... en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, il faut que je trouve un ouvrage Ouais. où ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire cet échange Ouais. de questions-réponses, où ça blaguait, où c'était drôle, c'était joyeux. Ouais, Je me suis dit, je veux où il y a une forme de légèreté, tout en étant extrêmement sérieux, factuel, documenté, enfin vraiment. Je voulais un livre comme ça, donc je suis partie à la recherche de ce bouquin-là. Et en fait, j'ai retrouvé soit des livres de parenting, Ouais. de parlez-en, osez parler avant qu'Internet ne le fasse, etc. Donc pour les parents, des lectures qu'on a, comme on a des Filiosa ou autres. Et à côté de ça, on a des bouquins transitionnels. Ouais. Celui d'une grande époque, c'était Le Zizi sexuel, mais c'est Oui. un bouquin qu'on confie à son enfant, voilà, sachant que c'est un livre d'une autre époque. Oui. Il faut le dire. Et là, j'étais un peu peinée. Donc, quand j'en parle, et puis à ce moment-là, j'avais voilà, déjà une maison d'édition qui était venue me chercher. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet. C'est bizarre parce que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, c'est peut-être parce que c'est peut-être une idée débile. Mais moi, j'aimerais créer un livre que je n'ai pas trouvé, où je peux prolonger ces échanges-là qu'on a avec mes enfants. Parce qu'en réalité, ils ont tellement de questions. Et là, la maison d'édition a dit, on est là, on te suit. Ouais. Et donc, c'était la naissance de ce bouquin. Oui, qui finalement permet d'avoir un vrai moment, une attention partagée autour d'une thématique Ouais. et pas, allez, tiens, on laisse traîner dans les toilettes Oui. et puis tu vas Oui. consommer tout seul. Parce Quoi. qu'en faisant ça, en fait, il y a un côté de le canal, il n'est pas ouvert. Mm. Moi, je voulais absolument que mes enfants sachent qu'à la maison, c'est un sujet, mais comme n'importe lequel. C'est-à-dire vraiment qu'on pouvait en parler, comme on pouvait parler de quel sport on va faire cette année. Oui. Et c'est vrai qu'à la maison, il n'y a pas de tabou.
Par exemple, il y a ma grande qui rentre de l'école en disant maman, il y a je sais pas, Maya qui a eu ses règles alors et elle avait pas de protection et alors du coup eh ben on a dû aller demander à la maîtresse etc pour qu'on lui donne quelque chose etc. Je lui dis d'accord. Est-ce que tu veux qu'on prépare quelque chose pour que quand Maya ou tes autres camarades qui ont leurs règles viennent à la maison, eh ben que toi tu puisses aussi avoir quelque chose ou tu peux même prendre quelque chose dans ton sac Ouais. pour tes camarades au cas où. Et donc, on a fabriqué la période box et tout. En fait, c'est pas un sujet. Et tu Ouais. vois, les 3 enfants étaient là en train de décorer la période box. Cool. Voilà. Pas une mauvaise idée, ça. Ouais. Et là, et franchement, voilà, il y a un petit. Et chacun de mes enfants Ouais. a leur petit kit pour pouvoir dépanner qui que ce soit dans leur classe en cas de besoin. Enfin, pour moi, c'est la base, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais alors, je trouve qu'il y a quand même une évolution. On parlait tout à l'heure de la génération un peu césure. Ouais. Moi, c'est vrai que mes filles, c'est absolument pas un sujet. En classe, il y en a une qui a eu ses règles et qui n'avait rien. Il se prête un sweatshirt pour cacher la tâche. Enfin, il Ouais. n'y a pas cette espèce d'omerta qu'on a pu connaître. On allait se planquer dans les toilettes, on se passait les tampons sous le truc Ouais, discretos. mais puis pas que cette génération-là. Enfin, moi, Oui, je oui, me oui. souviens que voilà, j'ai eu des jobs un peu sérieux où on est toutes en tailleur. Et voilà, Crème. et je revois en fait alors qu'on est dans un open space, tu reçois un mail de t'as pas, j'ai un petit problème technique, est-ce que tu pourrais me dépanner? Et je suis là en mode, mais attends, mais et on se passait des tampons comme si on était en train de dealer du crack. Mais t'es là, mais ça suffit. Enfin, il y a un moment où on Ouais. arrête. Stop, on verbalise les choses. Moi, c'était important qu'à la maison, au- outre le fait qu'il y ait la connaissance, surtout que les enfants puissent poser les questions Ouais. et que ce soit un sujet où ils savent qu'il n'y a pas de jugement. Voilà. Et l'absence de jugement, pour moi, c'est vraiment clé et c'est pas évident parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous nos biais Oui. sur ce que devrait être la sexualité, la nôtre, celle des autres, etc. En réalité, mais moi je travaille ça avec les pros de santé, je leur dis on a tous des biais Ouais. dont il faut prendre conscience. Ouais. Des biais, voilà, en l'occurrence, dans le cadre du soin médical, on va parler des biais aussi racistes, homophobes, transphobes, etc., validistes, grossophobes, etc. On a tous des biais dans la sexualité, on a tous un regard sur le monde Ouais. qui est le nôtre. Et c'est vrai que comme c'est quelque chose qui a trait à l'intime et que chaque trajectoire est unique, c'est extrêmement dur en tant que parent, en fait, d'essayer voilà, Ouais. de travailler ses propres biais dont on n'a pas conscience pour permettre à chacun de vivre voilà, une trajectoire qui lui ressemble en fait. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est pas simple. Non, c'est pas ça. C'est un vrai job. Ouais. Vous avez un vrai rôle alors je vais dire vulgarisatrice, mais c'est très qualitatif. Euh, c'est c'est important pour vous que les gens puissent se rendre sur votre compte, et les jeunes majoritairement. En plus, on a des enfants qui commencent à aller peut-être s'intéresser à ces sujets-là aussi sur les réseaux. C'est important d'être très fiable, très sourcé. De vraiment, ma question est idiote, hein, mais en gros, c'est pourquoi c'est pour vous aussi important d'être non exhaustif, quoi. Oh, Non, parce mais que en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'intime est politique. Ouais. Et qu'en réalité, l'idée, en fait, c'est de délivrer une information qui soit. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la manière avec laquelle moi j'appréhende également, de manière générale, la vie affective et sexuelle, elle est avec une espèce de tentative presque. Elle n'est pas absurde, mais elle pourra pas être aboutie d'essayer de se débarrasser en fait de toutes les injonctions, normes hétéro-patriarcales qui ont littéralement en fait mais enfermé la sexualité pendant des centaines d'années, des millénaires sur ce qu'elle devrait être. Et voilà. En fait, la réalité, c'est que quand on interroge la génération de nos mères ou de nos grands-mères, il y a très peu de femmes en particulier qui ont pu être actrices complètement de leur propre sexualité. C'est beaucoup de personnes qui avaient une sexualité subie avec des reproductions d'actes normés, c'est-à-dire codifiés, et malheureusement qui tournaient autour du plaisir des hommes, du désir des hommes, de leur rythme à eux,
et en fait où elles n'avaient pas leur mot à dire en termes de consentement. Le devoir conjugal, qui n'est, et je le répète, hein, c'est pas une dimension légale. Il y a même, la France a même été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, hein, pour avoir validé une annulation de mariage parce qu'il n'y avait pas de rapport. Non, il n'y a pas de Oui. devoir conjugal. D'accord. Vraiment, c'est important de le rappeler. Et en fait, notre sexualité telle qu'on en a hérité de notre génération, elle a été façonnée par des centaines et des siècles et des milliers d'années, euh, voilà, de choses qui ont été imposées. Et aujourd'hui, bah, il y a tout un travail à faire. Je vais en citer un, par exemple. Il y a encore une confusion entre sexualité, sexe et reproduction. Ok. Dans la sexualité hétéro, il y a encore beaucoup de personnes pour qui avoir un rapport, ça signifie avoir un rapport pénétratif. Enfin, forcément, s'il n'y a pas de pénétration, alors c'est pas vraiment un rapport. Voilà, ce sont des préliminaires, n'est-ce pas? Le mot préliminaire, il a un sens en français, je vais le rappeler, c'est ce qui précède et anticipe quelque chose de plus important. Donc quand on parle de préliminaire, ça signifie finalement que tout le reste n'est pas vraiment du sexe et que la seule chose qui serait du sexe, c'est un rapport qui permet la reproduction humaine. Donc, je vais le répéter. Si vous avez envie d'avoir un petit sapiens, la reproduction, effectivement, une pénétration phallo-vaginale, c'est plutôt une bonne idée. Ah ben, franchement, voilà, très bonne idée. Si vous n'avez si vous avez juste envie d'un rapport, voilà, qui soit un rapport sexuel lambda, je rappelle que au cours de la vie humaine, on estime qu'il y a environ 3000 rapports pardon, tout court, au cours d'une vie. Et on a à peu près 3 rejetons par sapiens, d'accord, en moyenne sur Terre. C'est-à-dire qu'on a un rapport sur 1000 qui est reproductif. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tourner toute notre sexualité alors qu'il y en a un sur 1000 qui a la visée reproductive. Donc les 999 autres, ils sont là pour à quoi sert le sexe? C'est une bonne question. En fait, c'est vraiment récréatif, c'est un acte où on va pouvoir se connecter à soi, à l'autre, la complicité, l'amour, un des langages de l'intime. C'est 1000 choses, mais en réalité, pourquoi faire tourner du coup ces rapports 999 autour de la pénétration, sachant qu'en fait, on n'en a rien à carrer à ce moment-là de fabriquer un bébé sapiens. Très bien. En fait, non. En fait, si l'objectif, c'est que tout le monde ait un moment de partage, de complicité, de plaisir, alors repensons en fait ce moment pour que ce soit vraiment un moment de plaisir pour tout le monde. Et si on s'intéresse au plaisir, comme dirait très bien Martin Page, si le sexe était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées, les hommes le seraient beaucoup plus. Donc là, en fait, aujourd'hui, on a des données scientifiques qu'on n'avait pas. On sait à quoi ressemble un clitoris. L'anatomie complète du clitoris, c'est 98, c'est vraiment avant-hier. Aujourd'hui, on sait très bien que alors je vais citer des données, c'est 2016, c'est Dr Kontula, c'est Determinants of Female Pleasure et Female Sexual Orgasm, et c'est 6% seulement des femmes, 6% seulement des femmes qui ont un orgasme par seule stimulation vaginale du clitoris interne. C'est-à-dire pour plus de 90% des femmes, il va falloir une stimulation du gland du clitoris pour pouvoir parvenir à l'orgasme. Et pour 34% d'entre elles, la simple stimulation externe... Oh, tu sais ce que j'ai dans ma valise mes peluches. Tu veux que je monte ça sur le podcast? Tu peux. On peut faire une pause. Soit on fait une pause, soit tu les montes sur les petites capsules après. Sinon. Ou je les montrerai sur les capsules. Pour vraiment, vraiment, pour plus de 90% des femmes, une stimulation vraiment la partie externe du clitoris, le gland, est nécessaire. Il y a 34% d'entre elles, quand on leur demande, quand vous êtes avec une partenaire, comment atteignez-vous habituellement l'orgasme? Il y en a 34% qui répondent par seule stimulation externe. Il y en a 54 qui disent il me faut une stimulation externe, et s'il y a une interne en plus, c'est encore mieux. Il y en a seulement 6% qui ont dit moi, interne, ça suffit. 6%. Et donc, quand tu regardes les représentations encore aujourd'hui, et je parle pas de porno, hein, je parle de films classiques où tu te doutes que là, ils sont en train de faire crac-crac, et donc tu regardes, ce que je dis, les données, c'est 70% des scènes hétéros sont représentées, en fait, par une pénétration. En fait, on te fait comprendre qu'il y a une pénétration. Donc, en fait, aujourd'hui, je rigole en disant, moi, je vois toutes ces scènes hétéros en faisant 3, 2, 1, pénétration. Et derrière, dans ta tête, tu dis, OK, 6%, la pauvre. C'est ça. Toi, tu vas pas... Il doit pas passer un bon moment. C'est ça. Et en fait, donc une des réflexions, parmi plein d'autres, en fait, c'est de se dire, très bien, on arrête de tout faire tourner autour de l'acte pénétratif.
eh ben, il y a 1000 autres choses à faire. J'invite les gens qui disent, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, vous achetez Jouissance Club et c'est 300 pages. C'est vraiment le Kama Sutra du sexe sans passer par la case pénétration des Et il y a sexes. 300 pages. Et voilà, et donc vous inquiétez pas, il y a largement la matière. Vous allez découvrir des choses incroyables sur votre corps, sur le corps de votre partenaire. C'est trop chouette. Et vraiment, en fait, vraiment intégrer le fait qu'on peut... Le sexe oral, c'est du sexe à part entière. Jouer avec des sextoys, c'est du sexe à part entière. Des caresses manuelles, c'est du sexe à part entière. Pénétrer soi-même son partenaire avec votre ceinture, c'est du sexe à part entière. En réalité, se dire qu'en fait, on nous a enfermés dans une espèce de carcan où on avait mais genre 10% du spectre et tout d'un coup, on découvre qu'en réalité, la vue existe à 360. Mais en fait, c'est complètement révolutionnaire. Et en fait, on réinvente aussi l'intime et le champ des possibles. Et c'est voilà, c'est plutôt très, très chouette. Oui, ça permet en fait de déconstruire et avec un apport historique et avec un apport sociologique, ça permet Ouais. vraiment de réinventer les choses et de proposer justement à cette nouvelle génération qui arrive un sexe Bah, différent en ou fait et différent. avec un prisme complètement différent et un respect de l'autre qui est différent Ouais. aussi. Euh, Parce que quand tu interroges en fait les femmes, elles vont te dire, bah, en fait, moi, l'espèce de séquence que j'ai toujours connue, c'est pipe, pénétration et Jacques. Mm. Et en fait, pour moi, c'était une espèce de codification absolue en fait de ce qu'était le sexe. Et évidemment, l'acte s'arrête quand mon partenaire, quand mon mec a joué, quand il a eu un orgasme, une éjaculation, et c'est tout. Et c'est fou en fait de me dire, mais en fait, elles ont vécu ça. Donc, et là, on parle que du plaisir. Hein. Je Oui, parle oui, même oui. pas du consentement ou du rythme, Oui. évidemment. Là, mais rien que sur la partie plaisir, il y a un travail monumental à faire. Ouais. Et on repart un petit peu dans le côté éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc les VARS, parce que justement, toute cette sensibilisation au plaisir, au respect de l'autre, il peut s'apprendre Alors, dès les... Non mais... alors là, c'est là où en fait il faut faire hyper gaffe parce que Ouais. je sais que Oui, les gens confondent les détracteurs vont ouais. se précipiter dans Oui. cette Brèche. brèche en disant, ah, vous voyez, elle veut apprendre à nos enfants à faire. Eh ben, je vais vous regarder droit dans les yeux en disant, bah non, on parle pas de ça à vos enfants. Non, on parle pas de ça aux Non, enfants. on parle Mais pas ce de que je ça veux aux dire, enfants. c'est Non. que pouvoir éduquer les enfants justement à la vie affective, Ouais. c'est leur donner la possibilité, en tout cas Ça, devenus oui. adultes, De s'autodéterminer. complètement. Et ça, c'est important, en fait, de Ouais. leur rappeler vraiment qu'ils ont la possibilité d'avoir en tout cas, une sexualité qui leur ressemble et qui n'est pas celle, en tout cas, ni que projette la société, ni que souhaite le partenaire. En tout cas, il y a vraiment une vraie discussion, une réflexion à avoir pour faire des choix en conscience. Bien sûr. Et les gens qui critiquent, on parlait des détracteurs, c'est quoi? C'est des gens pour qui le tabou est trop important, qui ont peur qu'on touche à cette sexualité patriarcale et masculine. C'est quoi? C'est qui? À part les transphobes, les homophobes, Ben, en fait, majoritairement, je pense. moi, ce qui m'a heurté, en fait, c'est que toutes les personnes qui sont venues à ma rencontre, y compris sans savoir qui j'étais, ça c'est quand même très drôle. C'est beau. Je me suis déjà fait alpaguer effectivement par des collectifs de parents qui distribuaient des tracts sur une aire de jeu et qui voilà, ont vraiment voulu me convaincre qu'on allait apprendre à mes enfants des horreurs. Et en fait, je me disais, ce qui est fou, c'est que si j'étais pas moi-même, bon, dans le métier surtout, et ben en fait, leur discours est crédible. En fait, je les trouve d'autant plus, enfin, je sais pas, dangereux qu'en réalité, quand on les entend, c'est vraiment si vous voulez protéger vos enfants, il faut empêcher cette éducation qui va vraiment être une énorme catastrophe, etc. Je me suis dit, c'est fou parce que leurs discours, et il faut vraiment en prendre conscience, sont extrêmement bien rodés. Oui. Leurs sites internet sont très bien foutus. Leur manière de communiquer sur les réseaux, elle est très rodée. Voilà, et les mailings, et si vous voulez, voilà, vous n'avez plus qu'à télécharger ça et vous le signez, vous le remettez comme ça. C'est une lettre au chef d'établissement disant que je refuse que mon enfant assiste à ces séances, je refuse que mon enfant soit vacciné également. Enfin, voilà, ils sont évidemment anti-vax, sinon c'est pas drôle. C'est une globalité, c'est Voilà, un c'est package. ça. Et en fait, mais bon, là où en fait, ça fait quand même un peu tilter, c'est que dans tout le discours, j'ai entendu, on va leur dire on les encourageait à être homo, les encourageait à faire des transitions de genre. Et en fait, il y a un discours. En fait, ces gens ne se rendent même pas compte en fait, que leur discours est totalement homophobe, transphobe. Il est aussi pro-life, by the way. Donc, moi, j'ai entendu des sujets. Et alors, on va leur expliquer que si il y a une grossesse, il faut absolument éliminer. Bien sûr. Donc, en fait, bon, c'est des
collectifs Ouais. qui ont une vision, qui défendent une vision, voilà, qui est la leur, de Ouais. ce que la sexualité, la vie affective devrait être. Donc forcément dans un cadre hétéro, Oui. idéalement dans le mariage, idéalement, voilà, enfin voilà. Donc c'est vraiment leur vision. J'ai envie de dire qu'ils aient envie de ça pour eux, c'est une chose, Mm. mais en l'occurrence, ben, c'est eux qui sont en train d'influencer Oui, les c'est ça. enfants. Ouais. C'est pas nous. Enfin, Ouais, tu ouais. vois, je pense qu'il y a aussi une forme d'inversion. Vous projetez sur nous ce que vous êtes en train de faire. Oui, complètement. Nous, on n'est pas en train justement d'influencer les enfants. Ouais. On est en train de leur dire que c'est incroyable, mais la vie, elle n'est pas en noir et blanc, mais elle est en cadichromie. Enfin, vraiment. Ouais, ouais. Enfin, donc, c'est vraiment plutôt nous qui sommes en situation où on raconte en fait les choses. On part des faits, de la Ouais. science, Oui, de c'est ça. l'anatomie, des personnes qui existent. Et l'amour, en fait, voilà, l'amour n'est pas mauvais. On a le droit d'aimer, d'avoir de l'attraction pour des personnes du même genre que le sien, d'un genre différent du sien. C'est pas en soi, ça fait pas de ces personnes, de qui que ce soit, des monstres. Et puis, et encore, hein, ces notions, elles sont quand même pas abordées si jeunes que ça. Et ensuite, euh, voilà, moi, donc à partir du moment où il y a de l'homophobie, de la transphobie, et j'ai fait effectivement un contenu pour parler de ça, je rappelle qu'en France, l'homophobie n'est pas une opinion, Oui. c'est un délit. Et donc, ces collectifs ne peuvent pas en fait se prévaloir de leur homophobie, hein. Ils peuvent pas l'assumer puisque de toute manière ils sont hors la loi. Donc, et de même que empêcher l'accès à l'IVG, hein, l'entrave à l'IVG est également un délit. Donc en réalité leurs positions sont littéralement hors la loi. Donc comme ils ont besoin de tuer le truc dans l'œuf parce que ça va à l'encontre de la vision qui est forcément la seule et l'unique qu'on devrait avoir, eh ben, ils vont vraiment raconter des choses abominables sur ce qu'on peut raconter aux enfants, ce qui se fait, etc. Et ce que je dis, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Donc c'est une multiplication en fait d'informations, d'intox qu'on voit circuler et qui sont absolument immondes, qui ne sont absolument pas la réalité ni du programme, ni de ce qu'on fait en classe. Non, mais c'est bien de le rappeler aux parents, de dire qu'en fait, c'est pas tombé non plus de nulle part cette éducation. Et évidemment qu'elle va être faite de manière intelligente, par des gens formés, par des spécialistes. Alors voilà. pour les avoir rencontrés, hein, parce que du coup, effectivement, les personnes qui ont co-présidé, c'est une coprésidence, la commission qui a élaboré le programme EVARS au sein de l'Éducation nationale, ils ont fait un travail qui a été initié par Papendia, qui avait mis en place cette commission, qui a vraiment été écoutée tout le monde. Donc d'abord avec des pros de santé, effectivement, des pédopsychiatres, des pédiatres, des gynécos, des psychologues. Ça a été extrêmement structuré et qui sont allés à la rencontre à la fois de toutes les associations à la fois d'aide aux victimes, hein, parce qu'on parle en France d'un enfant sur 10 qui est concerné par des violences intrafamiliales, mais également du diocèse, également des autorités religieuses, vraiment de toutes les religions. En fait, elles ont vraiment pris le temps du planning familial, de la réalité aujourd'hui, de qui arrive en accompagnement dans les centres de santé sexuelle en France, les mineurs, etc. Enfin, on a en fait cette vision exhaustive. L'idée, c'était de rassembler absolument toutes les personnes qui étaient impliquées. Il faut un village pour élever un enfant. Donc absolument toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'éducation des enfants, mais également les profs, les infirmières scolaires. On avait absolument tout ça. Et en fait, pour réfléchir à un programme qui soit adapté à la maturité psycho-émotionnelle des enfants, à ce que les profs également sont capables parce que c'est quand même au personnel de l'éducation nationale de mener cet enseignement dans les séances, et à ce que les parents également peuvent également, c'est-à-dire il faut que ce soit en complément de ce que font les parents à la maison. Je le répète, on n'est pas là pour remplacer, on est là pour travailler ensemble. C'est une alliance pédagogique entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe avec les pros de santé, votre pédiatre, votre médecin traitant, ce qui se passe à l'école, etc. En fait, on parle de société, de vision vraiment globale. Et ce programme, il a eu cette intelligence-là, en fait, d'être dans un accompagnement
pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, voilà, il vient d'avoir lieu. Et effectivement, voilà, Caroline Moreau-Fauvarc, qui co-présidait, est venue effectivement chez Albin Michel et a demandé à me rencontrer en me remerciant pour mes livres, Oui, qui ont effectivement servi en partie de base bien sûr, au ouais. programme parce que c'était extrêmement exhaustif et voilà, structuré exactement comme ils l'entendent, de manière vraiment progressive. Oui, Donc, oui, intelligemment conçu. voilà, donc j'ai envie de dire, rassurez-vous, Oui. en fait, le programme, il est vraiment, il n'a pas été sorti du chapeau. Ça fait des Non. années que des spécialistes travaillent dessus. Voilà. Oui, c'est fou de pouvoir le penser. Ouais. Comme je suis une grande flemmarde, je Ouais. propose toujours aux invités de donner le titre de leur choix à l'épisode du jour. Donc, si tu veux le Non! faire, c'est Ok. avec Mais plaisir. alors, du coup, alors, il faut que je rajoute des infos parce que peut-être que les parents ne l'entendront pas ailleurs. Alors, je vais Alors, le vas-y. rajouter ici. Éduquer, c'est protéger. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment essentiel, en fait. Éduquer, c'est protéger. Je sais que ça peut faire peur. Mais en réalité, on a des stats aujourd'hui, des études menées depuis des années. Plus les enfants et les ados ont eu de conversations saines et intelligentes avec leurs parents, leurs profs, les pros de santé autour de ces sujets, moins on observe, et je vais parler des 15-24 ans, moins d'IST, moins de grossesse juvénile non désirée et moins de violences sexuelles, que ce soit côté agresseur ou victime. Éduquer, c'est protéger. Voilà. Et ça, c'est vraiment voilà, ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, travaillons ensemble et protégeons nos enfants. Ouais. Ça fait un bon titre de podcast Ouais. aussi, ça. Ouais. Je te remercie Ouais. beaucoup, Charline. Avec plaisir.